Je suis plus dans la diaspora congolaise en France. Quand on parle de la diaspora, tout de suite, c'est la notion de dispersion qui apparaît. La dispersion d'une communauté, la dispersion des populations. Donc, les Congolais se retrouvent de plus en plus à l'étranger. Il faut interpréter cela. Pourquoi est-ce que les Congolais se retrouvent très nombreux à l'étranger? Pourquoi ils n'ont plus ce réflexe-là de repartir au pays? C'est que ça va mal, très sur le plan économique. Et de plus en plus, ceux qui sont à l'étranger le constatent. Et malheureusement, ce qui fait encore très mal au cœur, c'est que c'est le système qui dirige, qui est parfois à l'initiative de la dénonciation des détournements, par exemple, des deniers publics. On vous dira, voilà, on a mis en place une institution dénommée FIGA. C'est le ministre même qui gère cette institution, ou la ministre qui est la première à faire l'objet de détournements. Vous avez un directeur d'une grande direction, par exemple la SNPC, mais c'est lui-là même qui fait l'objet de détournements de deniers publics. Et le pays, de plus en plus, se présente devant des institutions financières internationales, le FMI. Christian, et Bengal a dit vis-à-vis de la diaspora, perçue depuis la diaspora, mais nous qui vivons au quotidien au Congo, c'est un drame. Hein? Vous avez des jeunes diplômés par milliers qui ont terminé leurs études, qui sont dotés de connaissances, de diplômes et de connaissances professionnelles, qui ne peuvent pas travailler, qui restent à la disposition de leurs parents, sauf lorsqu'ils peuvent essayer de se reconvertir à des petits métiers dans l'informel. Vous avez le cas des retraités qui, on ne le répétera jamais assez, vivent très difficilement. Le gouvernement pourrait se réjouir de dire que maintenant les pensions sont payées régulièrement, mais qu'en ont-ils fait des arriérés de 40 mois pour certains et plus pour d'autres? Christian, il faut dire clairement que Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi Salissa sont victimes d'une grande injustice. Parce que pendant qu'ils sont enfermés, Christian, figure-toi que tous les grands responsables des crimes économiques et financiers sont en liberté. Ils ne sont nullement inquiétés. Chaque jour, on fait des discours. On a beau parler qu'il n'y aura ni menu frétin, ni gros poissons, mais eux, ils circulent tranquillement. De qui se moque-t-on? Pourquoi a-t-on choisi de faire souffrir les Congolais? Pourquoi a-t-on choisi d'appauvrir le Congo pour se constituer des trésors de guerre? À quoi vont servir ces trésors de guerre? Christian, les Congolais doivent prendre conscience que le Congo, c'est notre pays à nous tous. Il n'y a personne qui est venu ici s'imposer. On parle de milliardaires, mais nos parents étaient des cultivateurs, des agriculteurs, des pêcheurs. Aucun de notre génération ne peut justifier 1 milliard de francs CFA, Christian, sauf s'il est dans le vol, s'il est dans le détournement. Il y a une première plainte qui a été déposée par les organisations de la société civile sur les 14 000 milliards. Mais ce n'est qu'une première plainte. Les autres cas que nous avons mentionnés vont faire l'objet d'autres plaintes parce qu'on doit constituer les dossiers. Et je crois que la société civile qui a reçu notre document, qui est suffisamment argumenté, suffisamment documenté, va certainement déposer d'autres plaintes pour les autres cas qui n'ont pas encore été pris en compte dans la première plainte. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur TLR TV. Le Congo-Brazzaville vient de célébrer son 63e anniversaire d'accession à la souveraineté internationale sous fond de crise économique, sans précédent et de haute trahison.
aux trahisons parce que de très grandes superficies des terres arables du Congo-Brazzaville ont été cédées au Rwanda en violation flagrante de la constitution congolaise du 6 novembre 2015. Des accords de défense avec le Rwanda qui minent les relations de bon voisinage entre le Congo-Brazzaville et la RDC. Bref, alors que les Congolais attendaient quelques explications sur ces faits dans son message à la nation et probablement aussi des actes d'apaisement sur la crise politique qui mine le Congo depuis 2015, hélas, Denis Sassou Nguesso a servi aux Congolais un discours que d'aucuns qualifient de creux, totalement creux, occultant bien entendu les réalités socio-économiques et politiques du Congo-Brazzaville. On en parle aujourd'hui avec Jean-Pierre Aliangoy, ingénieur des eaux et forêts, ancien secrétaire exécutif des aires protégées d'Afrique centrale, président du Parti du Peuple, le PAP. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Christian, c'est un plaisir de te retrouver à nouveau sur le plateau de Télé TV. Merci Jean-Pierre. Nous avons également Clément Mierassa, ancien ministre congolais du Commerce, ancien ministre congolais du Développement industriel, président du Parti social-démocrate congolais, le PSDC. Bonjour Clément. Bonjour Christian. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve avec toi. Super, c'est toujours un plaisir également de vous avoir sur notre plateau. Et nous avons enfin Jean-Paul Ebenga, président du mouvement Pour Agir. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Christian, grand est mon plaisir d'être invité par vous et donc nous allons communiquer, échanger ensemble. Merci. Un plaisir partagé. Alors, vous avez tous suivi le discours de Denis Sassou Nguesso relatif à la célébration du 63e anniversaire de l'accession du Congo-Brazzaville à l'indépendance. Quelle analyse peut-on faire de ce discours? D'abord, politique. Merci Christian pour la question que tu poses. Je dirais d'entrée de jeu une chose extrêmement simple. Ce discours est déconnecté de la réalité que vivent les Congolais. Ce discours marque un manque de vision terrible, tant en ce qui concerne le passé, c'est-à-dire l'idée ou l'image qu'on peut avoir des pères fondateurs, qu'en ce qui concerne le présent et en ce qui concerne l'avenir. Donc, au plan politique, je dirais tout simplement que j'ai retenu qu'on a vanté, on a essayé de mettre en exergue la clairvoyance des pères fondateurs. Mais il y a un certain nombre de choses qu'on ne dit pas souvent quand il s'agit des pères fondateurs. C'est l'amour qu'ils avaient pour le pays et l'amour qu'ils avaient pour l'Afrique. Je ne pense pas me tromper, Christian, en disant que nos pères fondateurs avaient quelque chose de fondamental. Et ils avaient une vision. C'était servir et non se servir. Donc, ils avaient un amour pour ce pays, un amour pour les Congolais, qui a fini, selon moi, de disparaître. Aujourd'hui, quand on fait le point, on est rentré plutôt dans un schéma où on a fini par privilégier l'intérêt individuel et égoïste au détriment de l'intérêt général. Et je crois que c'est un des aspects. Mais avant de m'aventurer sur un peu quelques aspects qui ont été évoqués, on parle du 63e anniversaire de l'indépendance, Christian. Est-ce que nous nous sommes interrogés si nous sommes réellement indépendants? Les pères fondateurs ont pensé, ils ont cru avoir obtenu l'indépendance politique. Ils ont pensé qu'il fallait continuer à œuvrer pour l'indépendance économique. Est-ce que nos générations qui les ont suivies ont œuvré pour cette indépendance, d'abord pour la finalisation de cette indépendance politique? Est-ce qu'ils ont œuvré pour l'indépendance économique? Je ne pourrais avoir pour idée qu'un concept qui est très bien connu, qui est très bien répandu, c'est ce concept de France-Afrique. Et vous voyez bien que les événements qui se passent en Afrique de l'Ouest, surtout au Burkina Faso, surtout au Mali, en Guinée, au Niger, tout récemment, prouvent bien qu'il y a des problèmes fondamentaux qui se posent. Et quand on entend dire que certains de ces pays ont choisi de rompre les accords de coopération, quand on entend dire que le président français, avant de faire sa tournée en Afrique centrale, a défini de nouveaux contours des relations entre la France et l'Afrique,
Et quand on finit par voir ce qui s'est passé tout récemment au Niger, on s'interroge. Et on peut se demander, la France, semble-t-il, a défini des nouveaux rapports entre elle et l'Afrique. Mais quelles ont été les réactions des Africains, des présidents africains, notamment quelles sont les réactions au niveau du Congo, un pays qui est considéré comme un pilier de la France-Afrique. Maintenant, au-delà de ça, toujours au plan politique, j'ai entendu dire qu'il fallait raviver le panafricanisme. Très bonne chose. Pourquoi le raviver? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que les Africains l'ont compris? Et sur cette partie, Christian. Oui, mais Clément Mirassa, et vous pensez que Denis Sassou Nguesso est bien placé pour parler du panafricanisme? Je vais en venir. Moi, pour donner la réponse à ta question, je reviens à ce que un jeune président de la transition du Burkina a déclaré lors du sommet Russie-Afrique. Et je crois que ça a interpellé la conscience des Congolais et ça doit interpeller la conscience de la jeunesse africaine. Lorsqu'il a dit que nos générations se posent la question de savoir comment l'Afrique, avec autant de richesses, avec cette nature aussi généreuse, avec ce soleil abondant, avec tout ce que la nature a pu lui donner, comment l'Afrique se retrouve être le continent le plus pauvre. Comment l'Afrique peut-elle se retrouver un continent affamé? Et il poursuit en disant, et il le regrettait, je crois, qu'il était regrettable que nos présidents aillent à travers le monde pour mendier. Et en posant ce problème, en tout cas, il a interpellé la conscience de tous les Africains. Et quand on parle du 63e anniversaire de l'indépendance au plan politique, il faut qu'on marque un arrêt, Christian. Il faut que nous ayons des débats extrêmement sérieux sur ces questions. Et il faut que nous essayions de comprendre, que nous discutons sur des concepts qui ont été développés, l'aide au développement. Et vous voyez un pays comme le Congo. Merci Clément, on va donc y revenir. Vous avez rappelé ce discours d'Ibrahim Traoré. Comment expliquer que l'Afrique, qui a autant de richesses, autant de ressources, demeure encore pauvre, notamment les populations sont encore pauvres. Et une réalité d'ailleurs valable au Congo-Brazzaville. Comment expliquer que le Congo-Brazzaville, qui engrange autant de ressources naturelles, qui vend le pétrole, le troisième producteur du pétrole en Afrique subsaharienne, avec tout ce que le Congo dispose, les terres arables, que sa population, la petite population de 5 millions d'habitants, demeure les plus pauvres de la planète. On va revenir donc sur la question. Alors, Jean-Paul Ebenga, toujours dans le cadre, évidemment, de l'analyse politique de ce discours, beaucoup s'attendaient aussi, je peux m'amuser à le dire, mais je peux aussi me tromper, je sais, mais je sais que beaucoup avaient cru que finalement, cette fois-ci, Denis Sassou Nguesso pouvait prendre une mesure de clémence envers les prisonniers politiques. Hélas. Merci, Christian, de votre question. Vous voyez que j'ai pris un peu de retard à très vite répondre parce que, effectivement, vous savez, le président de fait du Congo, qui est M. Sassou Nguesso, pour ceux qui l'ont très bien analysé, ils savent bien que c'est quelqu'un depuis très longtemps ne conduit pas le Congo vers un destin souhaité par la majorité des Congolais. Pour revenir sur ce que vous venez de relever, la libération des prisonniers politiques, je dis prisonniers politiques, que M. Sassou, depuis très longtemps, n'accepte pas cette qualification. Il les présente comme des prisonniers de droit commun, mais la démonstration a été bien faite pour montrer que ce sont des prisonniers politiques. Et si ce sont des prisonniers politiques, comme nous sommes en train de dire, et nous le savons, M. Denis Sassou ne pourra jamais les libérer. La libération du général Jean-Marie Michel Mokoko et du ministre Okombi Salissa signifie bien la déstabilisation du système politique de M. Sassou. Donc Sassou ne pourra jamais, jamais, jamais les libérer si les Congolais ne se lèvent pas, ne font pas une pression, n'imposent pas que nous devons avoir une liberté d'opinion,
une liberté de nous exprimer, une liberté de se porter candidat aux élections présidentielles avec l'espoir d'être élu. Si les Congolais ne le démontrent pas, si les Congolais ne le montrent pas, M. Denis Sassou Nguesso ne pourra jamais, jamais libérer ces deux personnalités qui sont des citoyens libres qui doivent participer à la construction efficiente de notre pays. C'est vrai que les Congolais peuvent être dans leur espoir parce qu'après tout, nous devons être libres. Nous devons être libres et à partir de cette liberté, nous pourrons construire notre pays avec des divergences. Les Congolais ont ce droit-là. Ils espèrent, ils croient, mais je sais que M. Denis Sassou ne pourra jamais, jamais libérer ces deux personnalités que je venais de présenter. Alors donc finalement, comme je disais, tous ceux qui ont pronostiqué dans ce sens ont tapé à côté, ça a été de très mauvais pronostics. Alors, je vais revenir donc. Oui. C'est l'espérance, c'est l'espoir, vous voyez. C'est parce que les Congolais sont humanistes, les Congolais veulent que tous les fils, toutes les filles du Congo participent à la construction du pays. Ils vont toujours espérer. Mais malheureusement, ils ont une réalité qui est là. Nous vivons sous une dictature. Nous vivons sous une dictature orchestrée, animée par M. Sassou en tête, suivi de l'équipe politique qui est en train de l'accompagner. Je parlerai donc du PCT et tous les partis politiques apparentés. Et vous avez dit, Denis Sassou Nguesso ne pourra jamais libérer ces deux prisonniers, bon, peut-être les prisonniers politiques, ils ne sont pas que deux, ils sont nombreux, parce qu'il y a des jeunes dont on ne parle pas qui ont été arrêtés aussi depuis 2015. Ça, nous le savons. Et vous étiez en train de dire Sassou Nguesso ne peut pas les libérer. Pour quelle raison? Mais à moins de croire que le Congo ne vit pas sous une dictature. Bon, admettons qu'il arrive, qu'il les libère. Mais je dis qu'il va les libérer parce qu'ils seront en position de faiblesse. Voilà pourquoi j'interpelle tous les Congolais qu'ils montent au créneau, qu'ils exigent cette libération. Et là, vous m'avez corrigé un tout petit peu, puisque c'est vrai que je m'étais limité à énumérer que 2 prisonniers. Je sais qu'ils sont nombreux. Depuis 2015, il y a un grand nombre de prisonniers politiques détenus dans les maisons d'arrêt de Brazzaville, de Pointe-Noire. C'est sûr. Donc, c'est aux Congolais de prendre conscience et d'exprimer le fond de leur cœur qui est en train de dire que tous les Congolais ont ce droit-là de participer à la construction de leur pays. Donc, ils ne doivent pas accepter qu'il y ait quelques-uns mis à l'écart de façon dictatoriale. C'est inacceptable. Il doit avoir une prise de conscience, un sursaut, un éveil pour montrer que le système Sassou ne doit pas fonctionner de cette façon. Il faut le faire le plus rapidement possible et je suis convaincu que ça ne saura tarder. Jean-Pierre Anyangoy, l'analyse politique qu'on est en train de faire du discours de Denis Sassou Nguesso, je sais que le 20 août, là, c'est déjà, je crois, le corps électoral a été déjà convoqué. Le 20 août, sont les élections sénatoriales. Apparemment, pour Denis Sassou Nguesso, tout va bien et voilà, le reste, c'est du passé, c'est-à-dire la crise politique. Pour Denis Sassou Nguesso, ça n'existe plus. Oui, Christian, c'est normal. Sassou est toujours avec ses gouvernements successifs dans le déni des réalités que vive notre peuple. Avant même de parler des sénatoriales, quand vous analysez l'ensemble de son discours en lien avec les autres, à chaque fois qu'on parle du 15 août, c'est chaque année qu'on parle. Mais pourquoi diantre on doit revenir toujours sur les mêmes choses? On parle de la crise de 2014, on parle encore de la COVID pour justifier les conditions de vie difficiles imposées aux Congolais, soi-disant parce qu'il y a des réformes à faire en lien avec les négociations avec le FMI. Mais 2014 est passé depuis longtemps, la COVID est passée. On a parlé de ça dans les autres discours de chaque année. Mais normalement, un discours d'indépendance le 15 août chaque année, il devrait s'appesantir sur ce qui s'est passé
dans le pays entre 2022, c'est-à-dire le 62e anniversaire et le 63e anniversaire. Qu'est-ce qui a évolué positivement et négativement? Mais quand on revient toujours à faire la gloire des pères de l'indépendance, mais sans montrer comment est-ce que cette indépendance se comporte aujourd'hui, ça veut dire que c'est des discours qui sont vides. Maintenant, les sénatoriales, il ne peut même pas en parler puisque pour lui, c'est un acquis. Ils savent déjà qu'ils vont prendre, on a vu les listes et tout, c'est le PCT et ses apparentés qui prennent déjà au moins 70% des conseillers. Donc, ils vont s'arroger la conformité ou le confort d'une large majorité au Sénat comme à l'Assemblée. Donc, mais qu'est-ce qui peut pour expliquer nous, donc les sénatoriales ne vont rien changer au vécu des Congolais. Tout est oui, je déjà disais, réglé. Jean-Pierre, pardon Jean-Pierre, qu'est-ce qui peut expliquer finalement cette attitude de Denis Sassou Nguesso à ne pas prendre en compte ce que disent les responsables politiques de l'opposition? Est-ce parce que vous n'êtes pas audible, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il n'a pas besoin de prendre ça en compte parce que c'est pas dans son intérêt. Tout à l'heure, vous parliez des prisonniers politiques. Sassou, c'est que tous les Congolais considèrent Moukoko et Okombi et bien d'autres comme des prisonniers politiques. Mais il n'a sans cesse clamé que ce ne sont pas des prisonniers politiques, ce sont des prisonniers du droit commun. Les Congolais ont toujours espéré qu'un moment, soit quand on célèbre la journée de réconciliation nationale en juin, qui symbolise la fin de la conférence nationale, qu'à cette occasion, il prendrait une mesure exceptionnelle d'amnistie pour le pardon et tout, mais c'est toujours été des espérances vaines. Sassou a son cap, il sait vers où il va, il sait qu'il est finissant, il pense à sa succession, et sa succession, il ne va pas la faire avec Moukoko et Okombi. Sa succession, il va la faire avec son fils. Si ce n'est un fils, c'est un cousin ou un neveu. Et il prépare ça. Libérer Okombi ou Moukoko, ça veut dire compromettre la chance de sa succession. On va raviver la flamme des Congolais, l'espoir des Congolais. Et 2026, ça sera l'effondrement de son système s'il libère Moukoko et Okombi. Voilà, alors, ça serait dans cette logique. Oui, merci Jean-Pierre. Alors, Clément Birassa, est-ce que ça veut aussi dire que tant que le régime Sassou sera là, quand je dis régime Sassou, lui il peut partir, hein, mais il y a d'autres qui peuvent le remplacer. Tout à l'heure, Jean-Pierre Anyango a fait état de la succession donc par son fils. Cela veut dire que tant que ce régime sera là, les prisonniers politiques ne sortiront pas de là où ils sont. Christian, merci bien pour ta question. J'ai bien suivi ce que mon frère et ami Jean-Paul Ibenga a dit, de même ce que Jean-Pierre a dit. Je crois qu'il faut relever un certain nombre de faits politiques extrêmement importants. D'abord, dans le comportement qui est observé par les dirigeants congolais, il y a violation de l'article 15 qui dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi et que personne ne doit être avantagé, favorisé ou désavantagé par rapport à sa condition sociale, ethnique et autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Christian, il faut dire clairement que Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi Salissa sont victimes d'une grande injustice. Parce que pendant qu'ils sont enfermés, Christian, figure-toi que tous les grands responsables des crimes économiques et financiers sont en liberté. Ils ne sont nullement inquiétés. Chaque jour, on fait des discours. On a beau parler qu'il n'y aura ni menu fretin, ni gros poissons, mais eux, ils circulent tranquillement. Et Christian, il faut que les Congolais sachent. Ceux qui sont libres, ce sont ceux qui ont plongé le Congo dans la crise multidimensionnelle. Et ils ont donné la preuve qu'ils ne peuvent pas en sortir. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, Christian, j'aime à rappeler que le 4 avril 2016,
il y a eu ce qui s'est passé dans la partie sud de Brazzaville, qui a abouti à ce que l'on appelait la guerre du poule. Et tout le monde en connaît le bilan catastrophique, le bilan préoccupant. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, le gouvernement du Premier ministre Clément Mwamba a déclaré à qui voulait l'entendre qu'il s'agissait des terroristes et qu'on ne pouvait nullement négocier avec eux. Figurez-vous que c'est avec eux qu'on a signé un accord de paix en décembre 2017 et personne n'a été inquiété. Donc, j'en arrive à la conclusion, Christian. Politiquement, j'analyse l'affaire politiquement. Moukoko a réalisé le score électoral qu'il a réalisé en 2016. Et il faut rappeler aux Congolais qu'en 2016, à Pointe-Noire, selon les résultats officiels donnés par le ministère de l'Intérieur, Moukoko a recueilli plus de 100 000 voix, pendant que Denis Sassou Nguesso en avait moins de 30 000. C'est un danger électoral. Et les gens sont dans les calculs de dire si Moukoko est libre, mais on n'est pas dans ces calculs. On ne privilégie pas sa modeste personne. Il faut privilégier l'intérêt général. Si d'aventure, il apparaissait que la carrure ou le charisme de Jean-Marie Michel Moukoko est une carrure qui peut permettre au Congo de se sortir de la situation aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons privilégier? L'intérêt du Congo ou l'intérêt d'une petite minorité qui s'accroche au pouvoir, qui a pratiquement dilapidé tous les fonds, qui les a planqués dans les paradis fiscaux, etc., où on doit aller vers une espèce de concorde nationale. Et pour terminer mon propos, Christian, je dirais, quand vous lisez ces discours, c'est même avec beaucoup d'humour que j'ai vu qu'on parle du dialogue. Mais combien de voix ne se sont pas élevées dans ce pays pour parler de dialogue? La constitution qu'ils ont imposée au Congo, dans ses articles 227 et 228, a institué un conseil national de dialogue qui n'a jamais été formellement mis en place. Et depuis 2015 que cette constitution a été votée, il n'y a jamais eu de réunion du Conseil national de dialogue. Non, il faut attirer l'attention des gouvernants actuels. Ce qui se passe est une véritable injustice. Il faut que cette injustice soit réparée. Je conviens avec Jean-Paul qu'il faut que les Congolais se lèvent. Mais quand on voit ce qui se passe réellement, il faut dire à ces dirigeants que les Congolais supportent de moins en moins cette injustice. Et que regardez ce qui s'est passé comme réconciliation en Côte d'Ivoire, regardez ce qui s'est passé comme réconciliation dans les autres pays, même au Soudan du Sud. On peut citer d'autres exemples. Il est anormal qu'au Congo, on refuse non seulement la réconciliation nationale, mais qu'on refuse de libérer des prisonniers politique et qu'on refuse le retour au pays des exilés qui sont très nombreux encore à l'extérieur du pays. Merci Clément Mirassa. Vous avez dit tout à l'heure que la crise du Congo est en partie due à ces détournements massifs des deniers publics. Nous allons donc aborder l'aspect économique et là je me tourne vers Jean-Paul Ebenga. Pour Denis Sassou Nguesso, et c'est ce qu'il a dit, hein, il a engagé un certain nombre de réformes, et peut-être qu'il faut qu'on en parle, mais il faisait en fait état allusion à ces négociations avec le Fonds monétaire international. Mais dans un premier temps, je veux d'abord comprendre avec vous quel tableau peut-on dresser aujourd'hui sur le plan économique au Congo-Brazzaville? Si vous faites un micro-baladeur à Brazzaville, la réponse sera nette et claire. C'est l'échec total sur le plan économique. Là, vous m'avez présenté comme président du MPA. Bon, c'est vrai qu'au MPA, il n'y a pas de présidence. Je suis le délégué général. Le délégué général. Délégué général Merci. Du mouvement pour agir. Et je suis plus dans la diaspora congolaise en France. Quand on parle de la diaspora, tout de suite, c'est la notion de dispersion qui apparaît. La dispersion d'une communauté, la dispersion des populations. Donc, les Congolais se retrouvent de plus en plus à l'étranger. Il faut interpréter cela. Pourquoi est-ce que les Congolais se retrouvent très nombreux à l'étranger? Pourquoi ils n'ont plus ce réflexe-là de repartir au pays? C'est que ça va mal, très mal sur le plan économique. Et de plus en plus, ceux qui sont à l'étranger le constatent.
Et malheureusement, ce qui fait encore très, très, très mal au cœur, c'est que c'est le système qui dirige, qui est parfois à l'initiative de la dénonciation des détournements, par exemple, des deniers publics. On vous dira, voilà, on a mis en place une institution dénommée FIGA. C'est le ministre même qui gère cette institution, ou la ministre qui est la première à faire l'objet de détournements. Vous avez un directeur d'une grande direction, par exemple la SNPC, mais c'est lui-là même qui fait l'objet de détournements de deniers publics. Et le pays, de plus en plus, se présente devant des institutions financières internationales, le FMI, qui ne vient que pour vous accompagner. Et donc, vous devez démontrer de votre capacité à savoir faire dans la gestion financière. Le FMI ne vous apporte pas de l'argent pour vous apporter de l'argent afin de vous faire développer. Non, c'est vous qui proposez comment faire. Et on vous assiste, on regarde vos compétences. Actuellement, le gouvernement congolais, qu'est-ce qu'il dit au FMI? Mais voilà, nous allons apporter des solutions. Il faut augmenter, par exemple, le prix du litre de carburant. Mais je vous le dis, je ne suis pas économiste de formation, je suis chimiste. Je suis professeur. Là, je suis à la retraite, ça fait 3 ans. Vous voyez? Mais je sais que le pouvoir de Brazzaville, par son gouvernement, n'est qu'en train de faire des montages grossiers. C'est lesquels achètent du carburant au Congo? Au niveau du Congo, vous avez peut-être ceux qui habitent Pointe-Noire, ceux qui habitent Brazzaville, qui achètent un peu plus le carburant. À l'intérieur du pays, vous partez à Gamboma, à Kakamweka, à Makwa, à Kélé, lesquels achètent du carburant. Donc, un gouvernement ne peut pas dire à une instance internationale comme quoi je vais augmenter le prix du carburant, c'est sûr, je vais dégager suffisamment de revenus financiers pour pouvoir combler tel déficit, tel déficit. Non, ce sont les autorités politiques du Congo qui, de façon détournée, parce que l'institution qui achète beaucoup plus de carburant, c'est l'État congolais pour le fonctionnement des véhicules des sénateurs, des députés, des directeurs centraux et autres. C'est l'État congolais qui achète plus de carburant. Mais l'État congolais financièrement est en faillite. Comment est-ce que l'État congolais va acheter ce carburant en grande quantité pour dégager des profits financiers afin de combler un quelconque trou? Ce sont les autorités congolaises qui vont rapatrier leurs sous de là où ils les ont planqués et ils montreront qu'ils ont acheté beaucoup plus de carburant parce qu'effectivement, ils vont acheter beaucoup plus de carburant et ils vont dire que nous avons dégagé des profits financiers. Voilà le FMI, nous pourrons donc résoudre tel aspect que vous avez posé comme conditionnalité. Ce sont ces montages grossiers que nous sommes en train de voir, de regarder depuis l'étranger. Et donc, on est en train de voir combien de fois notre pays est aux mains des gens qui sont, si on est impoli, on peut dire que ce sont des voyous qui nous dirigent. Voilà ce que je pouvais dire. Les voyous. C'est Paul Lebenga qui le dit, ce sont les voyous qui dirigent le Congo. Si on est grossier, j'ai dit si on est grossier, on peut le dire. Mais bon, je crois que tout le monde n'est pas grossier. On est quand même bien éduqué, je rattrape cela. Merci Jean-Paul Ebenga. Alors évidemment, puisque vous abordez cet aspect de la diaspora, il faut aussi signaler que en fait, beaucoup des familles au Congo-Brazzaville ne survivent que grâce, bien entendu, au transfert que leur font les parents qui sont à l'étranger. Et tout ça, ça montre que les choses ne vont pas bien au Congo-Brazzaville. Jean-Pierre Anyangoy, évidemment, on a parlé des détournements de fonds, de détournements de deniers publics, ce qui a fait d'ailleurs l'objet d'une conférence de presse que vous avez animée à 3 d'ailleurs. Il y avait donc Clément Mirassa, vous, Jean-Pierre Anyangoy, et Enda Diogène Asseni. C'était le 20 mai dernier pour demander aux Congolais, cette fois-ci, de prendre leurs responsabilités en main. On va donc aborder la question sur la plainte qui a été déposée. Finalement, votre appel avait été entendu, et puisqu'il y a eu une coalition des ONG et la société civile qui finalement ont déposé une plainte, ont porté plainte contre X, c'est ça, pour la disparition
présumé de 14 000 milliards. Alors, avec vous, on va comprendre où en est-on. Est-ce que, c'est vrai que c'est pas vous peut-être qui avez déposé cette plainte, mais vous avez quand même suivi l'information. Est-ce qu'on peut comprendre à quel niveau se trouve cette plainte? Mais je voudrais quand même dire quelques mots sur la question à laquelle venait de répondre Ibenga sur la situation économique du pays. Je vous Cette en prie. situation se caractérise quand même, Christian, et Benga l'a dit, vis-à-vis de la diaspora, perçue depuis la diaspora, mais nous qui vivons au quotidien au Congo, c'est un drame. Hein? Vous avez des jeunes diplômés par milliers qui ont terminé leurs études, qui sont dotés de connaissances, de diplômes et de connaissances professionnelles, qui ne peuvent pas travailler, qui restent à la disposition de leurs parents, sauf lorsqu'ils peuvent essayer de se reconvertir à des petits métiers dans l'informel. Vous avez les cas des retraités qui, on ne le répétera jamais assez, vivent très difficilement. Le gouvernement pourrait se réjouir de dire que maintenant les pensions sont payées régulièrement, mais qu'en ont-ils fait des arriérés de 40 mois pour certains et plus pour d'autres? Et même ce qui est payé, ça représente quoi? Un cadre supérieur, moi je suis ingénieur des eaux et forêts, je suis sorti à l'échelle ingénieur en chef, donc on peut dire hors catégorie, mais la pension que je touche est de 200 000. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 200 000 à Brazzaville pour bien vivre? Est-ce qu'on peut acheter une voiture? Et si on a une voiture, on peut acheter le carburant et assurer l'entretien de la voiture et de Oui, sa d'accord. famille. Pardon, Jean-Pierre Anyango, et là, vous parlez encore de voiture ou de, je ne sais pas, de carburant, mais même la vie au quotidien, rien que les dépenses élémentaires dépassent déjà Voilà, 200 se 000. soigner, aller Oui, à l'hôpital. Déjà, les hôpitaux publics ne sont pas ouverts à tout le monde et ne donnent pas des soins de qualité. Sinon, il faut aller vers des privés. Mais les cliniques privées, on peut aller avec 200 000. L'enseignement, sans parler déjà de la qualité même de l'enseignement. Les élèves, combien sont-ils dans les classes, même au primaire, du primaire jusqu'à l'université? Combien on trouve d'élèves dans une salle de classe et quelle qualité d'enseignement peut-on donner avec une pléthore d'élèves dans une seule classe pour des petits enfants du primaire et dans les amphithéâtres? Bref, il y a le chômage, il y a le manque de soins, il n'y a pas le pouvoir d'achat s'érode avec les mesures d'ajustement structurel que le gouvernement prend dans ses négociations avec le FMI pour essayer de corriger la mauvaise gouvernance. Et quand le président parle de la crise en remontant en 2014, en parlant de la COVID, mais il montre que la crise du Congo, ce n'est pas la faute des Congolais, ce sont des faits extérieurs. Et pourtant, les vraies causes de la crise que vit le Congo, avec la détérioration des conditions de vie et du pouvoir d'achat des populations, c'est la mauvaise gouvernance. Et vous avez vu que dans son dernier discours, il n'a plus parlé des anti-valeurs. Pourquoi? Parce que nous avons fait la pétition et la pétition a été suivie d'une plainte contre les détournements, les pillages, les crimes économiques et financiers, parce que lui, jusque-là, il a excellé par le déni. Quand il affronte les médias extérieurs, il dit, oui, vous parlez des détournements, des crimes économiques au Congo, mais on n'a jamais entendu qu'il y a eu une procédure judiciaire au Congo. Et cette fois-ci, c'est pour cela que nous avons eu l'initiative de la pétition, parce qu'il y avait des crimes à répétition, des scandales économiques et financiers à répétition, tandis que les auteurs connus et inconnus ne sont jamais inquiétés. Et le président et son premier ministre estiment qu'il n'y a jamais eu de plainte. Et quand nous sommes arrivés au cas le plus flagrant des derniers temps, le cas Figa, qui a été décrié au niveau national, il y a même des jeunes du PCT qui ont voulu marcher pour demander
qu'on arrête Madame Mikolo, le PCT a influencé, a intimidé ces jeunes, ils se sont plus manifestés. Et on a entendu le Premier ministre dernièrement dire sur ce cas qu'il y a eu une enquête qui a été engagée, on attend les résultats. Mais quand il y a Et un cas pardon Jean-Pierre Anyangoy, il faut aussi citer les 25 milliards dont le circuit, bien sûr, de dépenses de la l'épidémie COVID. ou de la pandémie Covid qui ont disparu sans justification aujourd'hui. Et Thierry Mongala avait dit il reviendra donner les explications. Je ne sais pas s'il est déjà passé à la télé pour expliquer aux Congolais où sont passés les 25 milliards. Mais vous ne l'entendrez plus. Vous ne l'entendrez plus. Pour eux, c'est déjà classé. Ils font toujours la fuite en avant et puis après, ils pensent qu'ils ont distrait les Congolais et puis c'est fini. L'affaire des bébés noirs qu'on avait exposés à Brazzaville au boulevard des Armées, vous avez vu, on en parle encore, c'est ça. Donc, ils sont dans les fuites en avant, ils sont dans la diversion, mais le vrai problème qui affecte les Congolais, ça ne les préoccupe pas. Donc, pour revenir à la pétition, c'est fort de ce constat que nous avions dit, il faut qu'on démontre à M. Sassou, à son Premier ministre, à ses gouvernants ou à leurs membres du gouvernement, qu'au Congo, on n'accepte pas ce qui se passe. Que nous voyons, nous constatons, nous sommes au courant et il faut qu'on prenne position pour demander la poursuite des auteurs de ces crimes. Et c'est ainsi que nous avons initié cette pétition le 20 mai et nous avions à cette occasion souhaité formuler le vœu et nous y tenons que cette date du 20 mai fasse histoire et que désormais, à cette date, nous ferons le bilan de la lutte contre les crimes économiques dans notre pays parce que ça ne va pas s'arrêter. La pétition a fait son chemin. Nous nous réjouissons de la prise de position de la société civile qui nous a entendus. Nous savons qu'il y a de nombreux Congolais à l'intérieur et à l'extérieur qui ont adhéré à la pétition et qui attendaient justement la suite. Mais la suite, elle est déjà là. Il y a une première plainte qui a été déposée par les organisations de la société civile sur les 14 000 milliards. Mais ce n'est qu'une première plainte. Les autres cas que nous avons mentionnés vont faire l'objet d'autres plaintes parce qu'on doit constituer les dossiers. Et je crois que la société civile qui a reçu notre document, qui est suffisamment argumenté, suffisamment documenté, va certainement déposer d'autres plaintes pour les autres cas qui n'ont pas encore été pris en compte dans la première plainte. Alors donc, la plainte a suscité plutôt, la pétition a suscité l'engouement des populations. Il y en a qui nous ont écrit pour dire, mais vraiment, vous avez été courageux de faire ça et qu'est-ce qui va vous arriver? Mais on leur a dit, justement, il faut rompre avec le silence. Il faut rompre avec le silence. Tant que nous restons dans la peur, dans la crainte, pour ne pas dire ce qui ne va pas, mais ils vont continuer. Et là, vous verrez que le président et son premier ministre ne vont plus dire qu'on n'a jamais porté plainte. Maintenant, on a porté plainte. Le 15 août vient de passer. Le président n'a pas parlé, n'a plus parlé des antivaleurs parce qu'il sait que s'il parle, mais il faut qu'il parle de la plainte. Il n'a rien dit. Merci beaucoup. Et le porte-parole du gouvernement n'a pas encore réagi. Habituellement, il réagit aux médias pour dire vous parlez là-bas, mais on n'a jamais porté plainte. Maintenant qu'on a porté plainte, M. Thierry Mongala n'a pas parlé. Maintenant, nos yeux, nos oreilles sont tournées vers les institutions judiciaires de notre pays. Souvent, les gens du PCT disent que nous sommes dans un pays de droit. Mais le pays de droit, c'est la justice. Nous avons déjà vu par le passé, lorsqu'il s'agit des contentieux électoraux, la justice botte en touche et rejette. Nous attendons voir s'ils vont rejeter cette plainte, cette première et les autres qui vont suivre. Donc, nous appelons les Congolais à
suivre l'évolution de cette démarche, de ces plaintes? Qu'est-ce que notre justice va faire de ces plaintes? Est-ce qu'elle va les rejeter comme irrecevables? Est-ce qu'elle va les traiter ou est-ce qu'elle va les classer sans suite? Voilà ce à quoi nous appelons la vigilance, la mobilisation de la population pour que ces plaintes connaissent leur traitement normal comme un pays de droit, si réellement on est un pays de droit. Merci Jean-Pierre Anyangoy. Tout à l'heure, Clément disait qu'au Congo, on arrête beaucoup plus les hommes politiques, les opposants, alors que les criminels économiques circulent librement. Clément Birassa, vous pensez aussi à ce que finalement le 20 mai soit érigé comme une journée nationale de lutte contre les crimes économiques? Non seulement je partage cet avis, mais l'important, Christian, c'est d'expliquer aux Congolais que cette plainte ne va que dans le sens de la philosophie du gouvernement, si le gouvernement est sincère. Je vais vous lire un peu la partie du discours, du message du chef de l'État en décembre 2018. En résumant, il disait ceci. En ce qui concerne les délits économiques, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seule prévaudra la loi. Ce qui veut dire que la démarche de la pétition, nous sommes en conformité avec ce que l'on revendique dans n'importe quelle société. Aucune société au monde ne s'est développée sur la base du vol, de la fraude, de la concussion et des détournements de deniers publics. Et s'agissant de ça, Christian, je vais vous rappeler quelque chose, puisque vous parlez des 14 000 milliards, et nous ne nous fatiguerons pas de lire ce que le président Denis Sassou Nguesso avait déclaré dans son message sur l'état de la nation en 2006, il y a 17 ans. Il disait ceci. Au regard de ce qui précède, le gouvernement a décidé d'utiliser avec circonspection et rigueur les recettes pétrolières selon un mode opératoire transparent. Les recettes supplémentaires sont déposées dans un compte de stabilisation à la Banque centrale. Toute opération non prévue par la loi des finances ne saurait être effectuée. À compter de cette année, un audit annuel du compte de stabilisation sera effectué par la Cour des comptes et des disciplines budgétaires. Le rapport y sera rendu public. Christian, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous avons engrangé les recettes, les excédents budgétaires en 2006, tout le monde était content qu'il y ait l'ouverture de ce compte de stabilisation. Tout le monde était content de l'annonce qui a été faite, selon laquelle chaque année, la Cour des comptes et de discipline budgétaire allait faire l'audit. Christian, expliquez aux Congolais pourquoi l'audit n'a jamais été fait. Ce n'est pas Mirassa qui a fait cette déclaration. Pourquoi l'audit n'a jamais été fait? Non seulement que l'audit n'a jamais été fait, mais en plus, on ne sait même plus par où sont passés les 14 000 milliards. C'est pour ça qu'il faut soutenir la plainte qui a été déposée par la société civile, parce qu'il est inadmissible qu'un gouvernement qui se vante de gérer les affaires de la cité selon la bonne gouvernance ne soit pas capable en 17 ans. La Banque centrale est là, elle n'a pas disparu. Je crois que pendant longtemps, elle existera encore. La Cour des comptes et des disciplines budgétaires est là. Comprenez-vous pourquoi l'audit n'arrive pas à être fait? Donc, Christian, il y a un certain nombre de problèmes. Et il faut donner un certain nombre de chiffres. C'est pour ça, Christian, qu'il ne faut pas seulement parler de 14 000 milliards. Il faut rappeler aux Congolais qu'il y a 6 Congolais
qui détiennent à eux seuls 5 500 milliards dans les paradis fiscaux. Mais diable, comment ils ont fait pour avoir cet argent? La réponse à mon niveau est claire. C'est de l'argent qui a été puisé du trésor public. C'est de l'argent qui doit être récupéré. C'est de l'argent qui doit permettre de régler les problèmes sociaux que nous connaissons. Christian, est-ce qu'il est normal qu'on parle du chômage endémique? Est-ce qu'il est normal qu'on puisse dire que les travailleurs de la mairie de Ouesso ont 110 mois d'arriérés de salaire? Est-ce qu'il est normal qu'on puisse dire qu'on a du mal à harmoniser le point d'indice des retraités de 160 à 300? Est-ce qu'il est difficile? Il ne manque pas d'argent, mais ce qui est cruel et méchant, Christian, je vais te dire, lorsque vous avez suivi notre frère Alphonse Maboussou, déclaré qu'il y a 133 000 milliards planqués dans les paradis fiscaux, dans les bas de laine, dans les cimetières, dans les églises. Christian, expliquez-moi comment dans ce pays, on peut dire qu'il y a un déficit de 20 000 enseignants. Expliquez-moi comment on peut expliquer aux Congolais qu'il y a un déficit de 20 000 enseignants. Et vous savez bien ce qui est dit en matière de théorie. Si vous voulez détruire la vie d'un pays, vous faites quoi? Mais il faut détruire l'éducation. Vous avez l'argent. Et après, vous les voyez venir parler de précarité des moyens. Et je vais terminer là, Christian. Le drame, ils ont mis au point le PND, Plan national de développement. Et c'est les mêmes qui ont mis le PND, qui ont l'argent dans les paradis fiscaux, qui savent qu'il y a 133 000 milliards de planqués, qui osent prendre la parole devant les médias, surtout la télévision congolaise, pour dire qu'il y a la précarité des moyens. Il y a la chigolose à Dolizy, c'est oui. Pierre Mabiala qui organise des collectes, mais sur la base de l'argent qu'ils ont caché et qu'ils ont mis, et ils ne sortent qu'une infime partie. Le ridicule il y a un temps que les Congolais ont constaté que pendant que la plus haute autorité congolaise a versé ou a contribué pour 10 millions, son petit-fils a contribué pour 30 millions. De qui se moque-t-on? Pourquoi a-t-on choisi de faire souffrir les Congolais? Pourquoi a-t-on choisi d'appauvrir le Congo pour se constituer des trésors de guerre? À quoi vont servir ces trésors de guerre? C'est tout ça, Christian, qui explique qu'aujourd'hui, nous avons posé un acte. Il n'est plus possible que le président dise qu'aucune plainte n'a jamais été déposée. Nous sommes très contents qualitativement de ce que les Congolais ont pris conscience. Nous avons suivi la réaction des Congolais de la diaspora aux États-Unis. Nous avons suivi la réaction des Congolais de la diaspora au niveau du Canada. Nous suivons les réactions qu'il y a en France. Et je dis que le 20 mai 2023, c'est une date qui sera marquée en lettres d'or. C'est une date de référence au Congo et nous en ferons pour que chaque année, nous faisons le point de la situation des votes. Et je termine en disant, Christian, posez-vous la question, la haute autorité de lutte contre la corruption est où? N'a-t-elle pas ces dossiers? N'est-elle pas informée? Alors, il ne faut pas aller vers la mise en place des institutions comme pour divertir, pour sortir l'argent des caisses de l'État et que ces institutions ne remplissent pas les missions qui sont les leurs. Jean-Paul Ebenga, 222 milliards de dollars dilapidés des caisses de l'État dans la période allant de 2001 à 2022. C'est beaucoup d'argent pour une population de 5 millions d'habitants, une petite population de 5 millions d'habitants, et dont 70%, sinon plus de 70% vit en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est dans ce pays, comme a dit tout à l'heure Clément Mirassa, les criminels circulent librement. Est-ce qu'on peut parler de la responsabilité aussi de la population congolaise, qui finalement est restée sans dire mot, parce que j'ai aussi suivi dans le discours de Denis Sassou Nguesso, il a dit l'essentiel c'est de garder le cap et l'espoir, une façon comme pour dire écoutez, jusque-là, allons-y, bon écoutez, il y a encore l'espoir, on peut encore mieux faire, etc. Est-ce que là, on ne peut pas interpeller évidemment la responsabilité des Congolais. Et dans le même sens, nous allons parler aussi de, comment on appelle ça, de la cagnotte qui a été lancée
peut-être, alors si les Congolais ne peuvent pas dire quelque chose, ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas manifester, au moins ils peuvent soutenir la cagnotte pour soutenir évidemment les procédures qui sont engagées. Le premier aspect où on veut responsabiliser les Congolais, ça, je ne partage pas cela. Alors dites-nous. Oui, je vais m'expliquer. Si on croit que les Congolais sont là, fainéants, incapables de réagir, c'est mal analyser la situation socio-politique et économique de notre pays. C'est croire que les Congolais sont gérés par des dirigeants qui sont là, qui écoutent, qui partagent, qui orientent, qui conduisent dans la bonne direction. C'est refuser de croire que les Congolais sont sous une dictature, tout simplement. Le rapport de force dans ce sens est nettement en faveur du pouvoir dirigeant qui intimide, qui menace. Et les Congolais n'ont pas la possibilité de se lever. Et on croit que nous défendons, les Congolais se défendent sur le terrain. Et si nous cherchons à retenir même la date du 20 mai comme une date historique, mais c'est parce que nous, en tant que sachants, nous mesurons la détermination qui avait été adoptée par les 4 compatriotes qui se sont dit « trop, c'est trop ». Il faut qu'on l'exprime de cette manière. Nous prenons des risques. Ces frères ont pris des risques, de très grands risques face à une dictature. Il faut qu'on se le dise clairement. Et même, je crois, notre frère Clément, qui est très habitué aux statistiques et autres, il peut vous donner l'indice du Congo par rapport à la démocratie. On est parmi... Non, c'est une dictature au Congo. Donc, les populations ne peuvent pas s'exprimer aussi facilement, aussi librement. Mais ces populations sont là, en train de peiner et en train de se dire, est-ce qu'un jour viendra, si ce jour-là viendra, pour qu'ils s'expriment haut et fort. Vous voyez? Mais non, dans ce cas, oui, il faut appeler ces Congolais qui sont silencieux et non pas peureux, ils sont tout simplement silencieux. Mais le silence, on le dit souvent dans l'expression française, le silence est d'or, c'est-à-dire qu'on a déjà raisonné, on a réfléchi, on a adopté une position, mais on a peut-être du mal à l'exprimer. Voilà pourquoi j'invite ces Congolais qui sont silencieux à partager ce que nous avons proposé, c'est-à-dire apporter leur part financière, quelle qu'elle soit, quel que soit le montant, pour rendre opérationnel ce que nous initions contre ce pouvoir, mais qui montre très bien ses limites actuellement, qui n'attend plus que sa chute, vous voyez, et c'est financièrement que nous allons réaliser ce que nous sommes. Même là, nous sommes en train de communiquer, nous utilisons une plateforme, mais c'est sûr, il faut payer. Il faut payer ceux qui nous ont mis à disposition cette plateforme de communication. Il nous faut de l'argent. Et tout ça, ce sera en faveur du peuple congolais. Quel que soit ce qu'ils pourront avoir, il y a une cagnotte qui malheureusement utilise Internet, ce que les Congolais ont peut-être du mal à accéder, parce qu'après tout, les communications au Congo coûtent très cher, le téléphone, s'abonner et autres, c'est très cher. Mais pour ceux qui le peuvent, en tout cas, je les invite, je les exhorte à faire de telle sorte que nous puissions rassembler un tant soit peu de l'argent et nous n'allons pas procéder par des vols, par des détournements de deniers publics. Voilà comment est-ce que nous opérons pour avoir de l'argent. S'ils sont nombreux, ce sera tant mieux et nous réaliserons ce que nous sommes en train d'espérer ensemble. Voilà ce que j'avais à dire. Merci Jean-Paul Ebenga. Alors Jean-Pierre Anyango, ça sera également votre mot de la fin, de la responsabilité du peuple congolais dans tout ça. Oui, merci Christian. Je vais peut-être m'inscrire un peu, peut-être pas à 100% en faux avec Jean-Paul qui met devant la dictature qui nous est imposée. C'est vrai qu'il y a cette dictature, mais il dit en même temps que ce pouvoir est essoufflé, il est à sa fin, mais je voudrais relever que cette dictature a encore le pouvoir de nuisance et elle ne s'effondrera pas toute seule. Il faut bien que le peuple
prenne conscience et s'engage à prendre sa destinée en main comme tous les peuples du monde. C'est souvent à partir des faits, quand nous commençons à dénoncer tous ces détournements, ces crimes économiques avec des chiffres à l'appui. Quand le peuple ne les connaît pas, on peut considérer qu'ils ne connaissent pas et ils croient encore à leurs dirigeants et ils obéissent. Mais quand on a mis tout ça à la connaissance du peuple et que personne de ces gouvernants ne s'est levé pour nous démontrer le contraire, ça veut dire que le peuple est informé du niveau de mauvaise gouvernance, des actes que ces dirigeants posent pour les appauvrir. Et on vient nous mentir. Je prends encore un cas. Le Premier ministre, dernièrement, pour justifier l'augmentation du prix du pétrole, de l'essence, disait que nous étions le pays encore qui vendait le gasoil, le carburant le moins cher. Mais j'étais, il y a quelques jours, en Guinée équatoriale, qui est un pays pétrolier comme nous, un petit pays avec une petite population comme nous, mais en Guinée équatoriale, l'essence coûte encore 495 francs et le gasoil 485 francs. Donc, ce que le Premier ministre nous a dit, c'est un gros mensonge. Et quand vous avez des dirigeants comme ça qui mentent grossièrement à leur peuple pour justifier des mesures insoutenables qui viennent aggraver la situation du peuple, le peuple ne doit pas rester indifférent. Il y a une espèce de guerre actuellement entre les deux Congo frères suite à la situation de nos rapports avec le Rwanda. Mais il y a des Congolais de la RDC qui, à la fois, nous alertent, mais en même temps, il y a des frères, des compatriotes qui réagissent pour se défendre. Mais quand j'entends les frères de la RDC nous reprocher notre peuple, ils disent, nous, on a combattu Mobutu, on a combattu sous Kabila père, sous Kabila fils, et nous sommes en train de combattre même les injustices sous Tshisekedi. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un dinosaure, ça fait 40 ans qu'il est au pouvoir, pour quel résultat? Et tout le monde se plaint, vous êtes dans les bus, les gens se plaignent, vous êtes dans les quartiers, tout le monde se plaint. Mais quand on dit, voilà là où va notre argent, et voilà la cause de notre pauvreté, de notre misère, et le peuple ne semble pas s'émouvoir. Et je ne cesserai de rappeler cet adage ou cette phrase célèbre de Thomas Sankara: l'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. C'est le peuple congolais qui doit se libérer, qui doit se débarrasser de ces dirigeants sanctus, de ces dirigeants qui l'affament, qui le laissent mourir incapable de se soigner alors qu'il y a de l'argent. Quand ils augmentent le prix de l'essence, ils trouvent que c'est une mesure pour économiser, mais ils n'ont jamais pensé à réduire leur train de vie, leur salaire. Combien gagnent les ministres d'État, le Premier ministre, le président de l'Assemblée, les députés, les sénateurs, ils gagnent combien? Est-ce qu'ils ne peuvent pas, en pareille circonstance, prendre des mesures de réduire leur salaire pour dégager aussi des économies? Mais quand on augmente le prix de l'essence, ça pénalise tous les Congolais, mais eux, entre-temps, ils ne payent même pas le carburant. C'est le gouvernement qui paye. Comme a dit Jean-Paul tout à l'heure, c'est le gouvernement qui paye pour eux. L'électricité, ils ne payent pas. Les voitures, ce n'est pas eux qui payent. Ce n'est pas eux qui entretiennent. Et ils ont des salaires faramineux. Alors, vous avez des dirigeants comme ça, mon Dieu. Jusqu'à quand on va les supporter? Jusqu'à quand on va continuer à les applaudir? Jusqu'à quand on va continuer à renouveler leur mandat? Merci Jean-Pierre. Alors, en quelques 2 minutes, Clément, votre mot de la fin, notamment, et vous répondrez aussi sur le GoFundMe, c'est-à-dire la cagnotte qui a été lancée, mais d'abord sur la responsabilité du peuple congolais. En tout cas, en 2 minutes. Hein. Christian, je te remercie. Ce que je disais au peuple congolais,
la Constitution nous autorise et nous garantit la liberté d'expression. Beaucoup m'interpellent. Beaucoup pensent même qu'avec ce que je fais, je devrais être à la maison d'arrêt. Je dois le dire. Ah bon? Pourquoi? Mais parce que moi je respecte les lois et règlements de la République. Je ne viole pas les lois. Ce que je dis, c'est la vérité. Et c'est parce que je dis la vérité que beaucoup de Congolais pensent qu'en disant la vérité dans ce pays, on se retrouve en prison. Non, sortons de ça, sortons de cette vision. Nos gouvernants, comme Jean-Pierre vient de le dire, ont des salaires faramineux. En plus des salaires faramineux, ils sont dans la corruption, dans le détournement des deniers publics, etc. Ils ont appauvri l'État au point où ils ont planqué 131 000 milliards de francs CFA. Le Congo n'est pas un pays pauvre. Injecter 131 000 milliards au Congo aujourd'hui, vous verrez que tous nos problèmes seront résolus. Mais pourquoi ils ont choisi de planquer cet argent? Et moi, je dis assez souvent, ils ont choisi de faire souffrir la population. Je ne sais pas pour quelle cause, mais il faut que la population en prenne conscience. La population doit s'exprimer. Nous ne leur disons pas de poser des actes qui sont hors la loi. Mais l'expression est autorisée au Congo. Les partis politiques, les associations, en déposant la plainte, la société civile s'est exprimée. Pourquoi les autres ont peur de s'exprimer? Je les côtoie tous les jours, etc. Quand ils me voient, certains sont même surpris de me voir parce qu'ils estiment que dans ce pays, on ne devrait pas faire comme ça. Certains ont même eu peur de signer la pétition en disant « on finira par me rattraper ». Mais vous êtes dans vos droits. Vous êtes dans vos droits. Et il ne faut pas qu'on se laisse marcher. Nous devons tout faire pour faire respecter nos droits. Maintenant, Christian, les Congolais doivent prendre conscience que le Congo, c'est notre pays à nous tous. Il n'y a personne qui est venu ici s'imposer. On parle de milliardaires, mais nos parents étaient des cultivateurs, des agriculteurs, des pêcheurs. Aucun de notre génération ne peut justifier 1 milliard de francs CFA, Christian, sauf s'il est dans le vol, s'il est dans le détournement. Ça veut dire que chaque fois qu'il a posé cet acte, il a enfoncé le pays dans la misère. Il a créé le chômage des jeunes. Et les jeunes doivent en prendre conscience. Au moment où il se passe ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, il faut que notre jeunesse soit au diapason. Il faut que notre jeunesse s'intéresse au débat sur les accords qui ont été signés avec la France. Il faut que nous nous intéressions. Pourquoi dans certains pays, regardez par exemple l'information qui a été donnée par les réseaux sociaux, comme quoi, j'espère qu'elle est vérifiée, comme quoi lorsque le Niger vend, lorsqu'on achète l'uranium ailleurs, on achète à 131 000 francs le kilo, et quand c'est l'uranium du Niger, c'est 27 000 francs. Ce sont sur ces bases que nous devons lutter pour dire que nous devons aller vers une coopération gagnant-gagnant pour tout le monde et que ce qui nous revient en termes de ressources nationales doit nous revenir pour que nous industrialisions le Congo, l'Afrique et que nous allions de l'avant. Donc, Christian, nous disons aux Congolais, rassemblons-nous pour faire passer nos messages au pouvoir, pour leur dire qu'ils nous ont plongés dans la misère, pour dire qu'ils ont choisi de nous faire souffrir. Il faut que cela s'arrête. Il faut que l'argent qui a été volé, détourné, soit récupéré pour régler les problèmes des Congolais. Et si cet argent rentre, il va véritablement nous aider. C'est pour ça que j'encourage tous ceux qui ont fait la plainte. Je les soutiens et j'ajoute, une plainte, il faut la soutenir. Pour la soutenir, il faut des moyens financiers. On ne demande pas à chaque Congolais de donner 1 million, etc. Selon les moyens que chacun peut disposer et selon l'appréciation qu'il se fait de cette situation. Chacun de nous est appelé à verser 1 000 francs, 2 000 francs, 5 000 francs, 10 000 francs, selon les moyens, pour que nous rassemblions les fonds nécessaires qui nous permettront de soutenir la démarche de la société civile, que la plainte, parce que pour l'instant, il n'y en a qu'une, mais on nous a bien dit qu'il y en a d'autres qui viendront, que nous les soutenons et que nous arrivons à la fin. Maintenant, prenons l'engagement. J'invite, j'interpelle les Congolais, j'interpelle la jeunesse congolaise pour qu'on prenne l'engagement, pour que nous agissons, pour que les détournements de fonds,
la corruption, le vol dans ces pays s'arrête et que nous pensons à l'avenir. On ne peut pas parler du cap de l'espoir, Christian, lorsqu'on n'est pas capable de régler le problème de la corruption, du détournement des fonds. Et là, nous disons, gouvernant, c'est vous-même qui avez dit, seule la loi prévaudra. Tout passera par la nage du droit et de la justice. Et c'est ce que nous avons choisi de suivre. Donc, j'interpelle les Congolais pour ça. Et je te remercie, Christian, pour m'avoir donné encore une fois la possibilité de m'exprimer sur Téler TV. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Jean-Paul Ebenga, merci Jean-Pierre Anyangoy et merci Clément Mirassa d'avoir été avec nous sur Téler TV. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, juste vous rappeler de cliquer sur le petit pouce en l'air, juste en bas de cette vidéo, de partager massivement cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs, de nous dire à la fin ce que vous pensez de cette émission, des petits gestes nécessaires pour nous aider à parfaire, évidemment, notre référencement. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.